Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'invité de l'histoire. Vous connaissez le principe, on ne va pas le rabâcher trop ce soir. On parle d'Afrique, on parle des diasporas africaines, on parle de nos héros, de notre histoire, de notre chemin. Aujourd'hui, on va parler de ce que nous avons intitulé sobrement, simplement, Histoire d'une immigration afro-française. Quand nous disons Afrique, nous parlons de toute l'Afrique, celle qui a toutes les couleurs, celle qui est au sud et au nord du Sahara, parce que leurs destins sont liés une fois qu'ils ont traversé les océans. Nous allons en parler avec des personnes qui travaillent sur ces questions, souvent au quotidien même, des invités que j'ai approchés avant de vous présenter ici, et je sens que nous avons les bonnes personnes pour parler de cette immigration. Docteur Emmanuel Amougou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes sociologue, vous êtes chercheur, vous êtes enseignant, et puis vous avez écrit cet ouvrage intitulé « Honneur ethnique et fidélité des migrants aux diasporas africaines ». Ça aurait pu faire le titre de cette émission. Oui, évidemment. Assez rapidement, comme vous l'avez dit, je suis sociologue, j'essaie de faire de la sociologie. Je ne voudrais pas rater cette occasion pour dire que cet ouvrage repose sur deux motivations. La première, ça concerne justement mes curiosités intellectuelles liées à ma recherche. La seconde, et je pense même que c'est la première, c'est que j'ai voulu rendre hommage à deux individus qui sont mon frère et mon beau-frère Feu, Émile Julien Dan Mekula et Joseph René Mbala, mon frère jumeau, qui malheureusement m'a quitté. Les deux nous ont quittés. Et évidemment, l'un des concepts essentiels de cet ouvrage, c'est la double absence et la double présence. Je voudrais témoigner en disant ceci, à ces deux familles-là, oui, que ces individus sont toujours avec nous. Et par conséquent, ils sont dans la double présence. Ils ne nous ont jamais quittés. Vous avez quelques photos de vous dans le cadre de votre travail notamment. Vous enseignez à l'école d'architecture de Paris. C'est une grande école, une grande institution, parce qu'entre autres, vous êtes spécialiste du patrimoine. Pas seulement africain, mais français cette fois-ci, patrimoine architectural. Oui, évidemment, je travaille sur les questions du patrimoine depuis, j'allais dire, plus de 20 ans maintenant. Et j'enseigne et j'ai fait la recherche dans le cadre justement institutionnel de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette. Le patrimoine, comme vous me tendez la parole, le patrimoine pour moi c'est un prétexte pour examiner justement les rapports sociaux dont le patrimoine à un moment donné peut être pris comme caution. C'est pour ça que j'essaie de faire l'archéologie du patrimoine pour parler le langage de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Pour comprendre davantage ce qu'il peut dissimuler et ce qu'il peut dévoiler. Vous avez écrit plusieurs livres. On a parlé de celui-ci aujourd'hui, mais voilà, on a relayé sur des pages qui concernent désormais cette émission sur tous les réseaux sociaux. Cherchez l'invité de l'histoire, vous allez nous retrouver une bibliographie un petit peu plus étendue de vos travaux qui sont énorme, parce que vous faites partie des sociologues ici en France qui sont consultés, y compris pour des décisions importantes. Vous travaillez très discrètement, vous avez beaucoup d'amis intellectuels comme Achille Mbembe et d'autres, et on est content de vous découvrir aujourd'hui, puisque vous aimez à vous cacher. Je suis tout autant honoré, justement, pour la première fois que je suis sur les plateaux de Télé Sud, et je pense que c'est un honneur pour moi, pas que je pense, c'est évident que c'est un honneur pour moi que de parler devant les téléspectateurs et encore une fois d'essayer de faire passer un petit message, aussi modeste soit-il, mais qui devrait contribuer probablement justement à rendre compte des phénomènes dont on ne comprend pas toujours les mécanismes souterrains. Vous êtes celui qui travaille dans les laboratoires sur ces questions sociologiques liées à l'immigration, pour la thématique qui nous concerne aujourd'hui. Et en face de vous, il y a quelqu'un qui travaille aussi, mais lui, il est davantage sur le terrain. Il travaille à la mairie de Tremblay en France, qui est une mairie de la Seine-Saint-Denis, département du 93, donc en région parisienne. Et c'est monsieur Désiré Elondou, qui est directeur de la division jeunesse dans cette mairie-là. C'est une ville un peu emblématique par rapport à l'immigration. Mais disons que nous sommes évidemment une ville emblématique dans le sens où nous cumulons quand même un certain nombre de populations issues de l'immigration, un fort taux
d'immigrés donc issus aussi bien d'Afrique que du Maghreb, mais on retrouve aussi des Italiens, des Espagnols, bref, nous sommes une vraie terre d'immigration. Alors en ce qui concerne justement la thématique, moi je suis absolument ravi et honoré d'être là, parce que d'une, ça nous permet effectivement de mettre des lumières sur des phénomènes qui existent et donc parfois nous avons un peu de mal à interpréter. Par la pratique du terrain, j'essaierai d'être le plus précis, en tenant bien évidemment en compte des réalités qui sont celles que je vis au quotidien, mais j'ai envie de dire ici que je suis praticien, mais pas que dans la ville de Tremblay. J'ai pu observer dans les différentes villes où j'ai œuvré. J'étais à Pierrefitte avant, donc je connais un tout petit peu l'histoire de l'immigration. Voilà. D'accord, très bien. Vous avez vu que les deux interlocuteurs vont pouvoir s'articuler autour de ces thématiques. On a le sociologue, le chercheur, et puis on a l'homme des politiques publiques qui sont souvent au front de ces questions-là. Aujourd'hui, il n'y aura pas de présentation, puisqu'il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit d'un sujet. On aurait pu vous passer un documentaire, mais je pense que nous avons les personnes indiquées pour en parler. Petite précision quant à l'approche de cette émission. Nous n'avons pas voulu vous faire la ritournelle de l'histoire de l'immigration depuis voilà, les premiers qui sont venus combattre ici jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on allait vous rabâcher des choses. Nous avons profité de l'expérience de ce sociologue éminent pour étudier plutôt les structures, comment ces populations s'organisent, comment ces populations, sur la durée, sur une soixantaine d'années, comment elles se sont organisées, comment aujourd'hui elles constituent, pour certaines, une force pour elles-mêmes, pour défendre leurs intérêts, mais aussi au bénéfice du pays qui les a accueillis, pas toujours de façon d'ailleurs désintéressée, même si au passage, on ne va pas esquiver des questions politiques, des questions juridiques, parce qu'il y a un labyrinthe juridique autour de ces questions qui n'est pas anodin non plus, qu'on va essayer de décrypter tous ensemble ici. Commençons par la date que nous avons arrêtée, parce qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, grosso modo, non pas qu'il n'y avait pas d'Africains ici, il y en avait, mais c'était plutôt... Et c'était des Africains qui étaient un peu épars, on va dire ça comme ça. Mais le phénomène de groupe, le phénomène important par le nombre, par la présence, et qui s'intègre dans la société, commence grosso modo après la guerre. C'est bien ça, Emmanuel Amougou. Oui. Évidemment, après cette séquence liée à la guerre, évidemment, la question du chiffre, et ça c'est très important, énumérer, comptabiliser justement les individus présents sur le sol français, bien qu'ils soient très souvent issus des anciennes colonies françaises, c'est très important. Et évidemment, dès qu'on met en place le chiffrage, évidemment, le chiffrage va informer sur des politiques d'accueil ou de gestion justement de ces catégories-là. Mais en général, je me méfie des chiffres, parce que les chiffres peuvent dissimuler justement la qualité ou les qualités justement des groupes sociaux. Mais n'empêche qu'effectivement, ce qui va se mettre en place effectivement par rapport à ces populations-là sera décisif quant à la gestion sur le sol français. C'est très important. Mais encore une fois, ce qui va poser problème dans le sens où ça va faire réfléchir l'État avec ses institutions, c'est la territorialisation justement. C'est la territorialisation des populations immigrées. Explication. C'est-à-dire, par exemple, qu'on va trouver dans certaines villes ou bien dans certaines parties des villes un regroupement ou des regroupements justement des individus venus d'ailleurs. Mais ces regroupements, à ma connaissance, et je pèse mes mots, je parle sous le contrôle justement de M. Elundou, justement, je ne pense pas qu'il y ait eu une politique spéciale de territorialisation justement des individus. En revanche, ce dont je suis pratiquement convaincu, c'est qu'en effet, il y a eu le logement social a été malheureusement le lieu par excellence du regroupement. Si mes souvenirs sont justifiés, je crois que s'il y a un habitat ou des formes d'habitation qui ont été construites exclusivement pour des catégories de migrants, c'est peut-être les foyers Sonacotra. D'ailleurs, le sigle dit, parle à lui seul. Ce sont la Société nationale de construction pour les travailleurs algériens. Et
le sociologue Abdelmalek Sayad, que je n'arrête pas de citer, quelqu'un que j'ai connu, il a appelé justement ces foyers les foyers des sans-familles, en disant effectivement que le contrat de travail, c'est lui qui indiquait justement la durée de résidence de l'individu parce qu'il devait repartir. Il n'était pas question d'un regroupement familial. Et évidemment, les choses ont évolué. Faisons une pause. Nous sommes après la guerre, la France est détruite, hein, il faut le dire. La France est amochée, pour utiliser un autre terme, et elle a besoin de se reconstruire. Ça, tout le monde le sait. Quelles sont, à partir de cet instant-là, les politiques qui vont être mises en place? Et est-ce qu'il y a eu, en dehors peut-être de la Sonacotra, des dispositifs qui préparaient à l'arrivée de ces immigrés dès le départ? On est à l'après-guerre, fin des années 40, début des années 50. Je pense que, évidemment, la France n'avait pas forcément réfléchi à l'accueil en grand nombre des immigrés. Ce qui est certain, c'est qu'après ces années-là, il y a eu quelque part une forme d'émergence en termes, le sociologue parlait de logement social et tout le reste. Il fallait absolument s'organiser pour pouvoir les accueillir. Et la manière la plus simple, c'était effectivement de les mettre ensemble dans de grands ensembles, évidemment, dans des grands ensembles. Et ce qui a évidemment posé un certain nombre de problèmes que nous voyons aujourd'hui. Mais ces années-là, j'ai envie de dire que la France n'était pas forcément bien organisée pour pouvoir prendre en compte toute la dimension que l'accueil de tous ces migrants-là pouvait poser sur son sol. Sachant qu'il y a un phénomène culturel qui était très important. Ces personnes issues de ces pays ont un mode d'appropriation qui est totalement différent. Donc, quand je parle, évidemment, de l'accueil, je fais surtout allusion à ces phénomènes qui font que nous étions quand même habitués à vivre dans la rue à cette époque. Ce qui fait que la France, à partir de ce moment-là, a commencé à réfléchir pour justement trouver des solutions, pour permettre justement à ces populations-là de mieux se sentir. Et évidemment, il y a eu, j'ai envie de dire, une absence de réflexion qui puisse prendre en compte la donnée culturelle. D'accord. Et quel était le profil des premiers immigrés qui arrivaient dans les années 40-50 Ils venaient plus de certains pays, ils avaient plus une tranche d'âge, ou bien c'était au tout venant? Je ne saurais dire quoi que ce soit justement sur le type ou sur le classement, mais il y a une espèce d'idéal type du migrant. En fait, il venait pour des raisons très souvent professionnelles. Et évidemment, on peut dire c'est quelqu'un de solide. Il fallait vraiment prendre le risque de venir affronter le froid d'Occident. Mais cependant, ce qui caractérisait davantage justement le migrant, et ça, je rebondis sur ce qui a été dit par M. Elundou tout à l'heure, c'est qu'en effet, et encore une fois, ce fameux sociologue, M. Sayad, il disait ceci, ce qui caractérisait justement les migrés ou le migrant, c'est le retour. C'est très important. C'est-à-dire qu'il a démontré plus d'une fois que le migrant, l'immigré, pour parler le langage actuel, l'immigré se caractérise par le retour. Il ne pense qu'à une seule chose, rentrer, même si, effectivement, le retour n'est pas effectif. Il veut tout le temps rentrer, même s'il ne rentre pas effectivement. La question est la suivante. Je n'ai pas de réponse. Comment peut-on gérer des individus qui sont pratiquement en transit, même si le transit ne s'opère pas? Voilà autant de questions qui ont... C'est ce que vous appelez, on avait prévu d'en parler un petit peu plus loin dans l'émission. C'est juste une petite anticipation pour montrer en effet que... Ce que vous appelez la double absence et la double présence. Et la double présence. Mais en tout cas, c'est difficile, quelles que soient les situations. On peut le voir aux États-Unis, même en Afrique, c'est difficile d'élaborer, je ne suis pas dans la justification, d'élaborer justement des conditions de gestion d'une population qui se considère justement comme une population transitoire. On peut même en parler dès maintenant, puisque le fil du propos nous y conduit et qu'il faut peut-être éclairer les gens tout de suite. C'est quoi, vous,
en tant que responsable des politiques publiques à la mairie de Tremblay, mais on imagine que ça se passe à peu près de façon semblable dans d'autres communes. Est-ce que vous mesurez ce phénomène aujourd'hui encore, 70 ans plus tard, de gens qui sont dans la double absence, la double présence, c'est-à-dire nulle part. Je suis parti de quelque part, j'y rentrerai. On ne rentre pas tout de suite, et ici, on ne s'établit pas tout de suite, ou très très tardivement dans certains cas. Je pense que ce qui est important, c'est quand même de dire que les choses ont beaucoup évolué. Les conditions de vie d'il y a un certain nombre d'années, d'un demi-siècle, voilà, d'un demi-siècle, ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Alors j'ai envie de dire que, en gros, face à tout ce qui s'est passé, évidemment, la France a pris le problème en main. Effectivement, est-ce que c'était les bonnes solutions? Alors, par rapport aux villes, qu'est-ce que l'on observe en tant qu'homme de terrain? Je vais vous dire, nous avons évidemment des jeunes qui sont nés dans ce terroir et qui se considèrent vraiment comme des citoyens de ce pays, mais qui vivent justement une double culture, c'est-à-dire avec l'impact des parents qui, eux, effectivement, ont vécu toutes ces périodes, qui, pour eux, n'ont pas encore fait le deuil, en fait, de ces difficultés qu'ils ont eues. Parce que, monsieur le sociologue le rappelait tout à l'heure, ses parents venaient au départ avec l'intention de rentrer. Y compris quand la France est rentrée dans la période dite des 30 Glorieuses, la période où il y avait le plein emploi, où il y avait... Ils étaient là juste pour un temps qui s'éternise forcément toujours, et puis pour repartir. Oui, enfin, moi je pense que de toutes les façons, quand on l'inscrit dans sa conscience, je vais travailler pour retourner chez moi, il est très difficile après de faire un processus, de se mettre dans la tête qu'effectivement, finalement, tout compte fait, c'est bien ici que je vais y rester. J'entends cela par quoi? Aujourd'hui, quand on voit la manière à laquelle des personnes issues de l'immigration se sont organisées, on a toujours un peu le sentiment qu'elles sont absentes, justement, de nos représentativités. C'est-à-dire qu'on les a certainement exclus, mais il y en a aussi qui ne font pas la démarche inverse parce qu'elles ne se sentent pas complètement appropriées dans le socle de la République. Vous voyez? Donc, ce qui fait que les enfants sont dans un paradoxe très, très compliqué. Et aujourd'hui, ça crée tous les phénomènes que l'on connaît avec les frustrations. Voilà. On va repartir du départ comme le font les professeurs. Aujourd'hui, on vous pose la question. On vous pose des questions. Non. On part de la fin des années 40. Il y a un besoin, ils arrivent, ils s'installent avec toujours cette obsession du retour. On y est. La France n'est pas vraiment préparée. Elle n'a pas vraiment les moyens. Elle-même, elle bénéficie du plan Marshall, dont c'est un pays sous assistance à ce moment-là. Ensuite, la France va rentrer dans une période dite plus prospère. Est-ce qu'il y a des changements en termes de qualité de vie chez ces populations-là qui vont être enregistrées comme pour l'ensemble de la population? Mais, il me semble que les choses ont changé parce que justement, si on revient sur cette période d'après-guerre, la France était mal, et c'est le moins qu'on puisse dire. Et elle était mal, et la plupart des catégories sociales existantes en France étaient mal. Mais qu'est-ce qui va se mettre en place par rapport à la période post-guerre? C'est une société de consommation. Comme, ce n'est même pas si, comme c'est la société de consommation, ben oui, il me semble effectivement que ces individus-là, venus d'ailleurs, comme on dit, les exotiques, n'est-ce pas, étaient dans la machine à consommer. Oui. Pour autant, est-ce que la dimension économique est suffisante pour pouvoir jauger la capacité d'un individu à se sentir bien dans sa peau par rapport à ce que vous avez nommé l'intégration dans la République? Première question. La seconde question, on n'est pas obligé de répondre, mais en tout cas, c'est des questions qui incitent justement à réfléchir. On a évidemment des individus qui jouissent d'un statut. Ils sont immigrés. Ils vont passer, pour la plupart, ou un certain nombre d'entre eux, en tout cas, les enfants compris, du statut d'immigré au statut de citoyen. Je voudrais insister sur la notion de citoyen. Parce que le citoyen n'est pas un habitant seulement.
C'est quelqu'un qui, la citoyenneté est quelque chose non seulement de juridique, mais elle est civilisationnelle. Tout à fait, tout à fait. Si tel est le cas, ben alors, qu'est-ce qui aura changé d'un point de vue culturel et par conséquent de l'intégration? Vous avez vu que j'évite justement ces histoires d'intégration parce que on a mis pas mal de choses là-dessus, on ne sait plus exactement à quoi ça renvoie. Mais en tous les cas, il y a eu des changements. Il y a eu carrément des changements quant aux conditions d'existence des individus. Cependant, on va inverser la situation du questionnement, plus précisément. Est-ce que les conditions à rebrousse-poil ont profité davantage aux Français pure souche, expression que j'aime pas, mais je suis obligé de l'utiliser, n'est-ce pas? Est-ce que ces conditions post-guerre ont profité davantage aux citoyens français pure souche et pas aux citoyens qu'on a dit, entre guillemets, de seconde zone? Je parle de citoyens. Je ne pense pas. Et il y a très peu d'études qui montrent justement qu'en effet, on peut quantifier justement les changements qui se sont opérés. Cependant, et là je rebondis sur ce que M. Elundu disait tout à l'heure, la concentration spatiale justement des individus va accentuer un certain nombre de phénomènes qui auraient pu être dilués si évidemment il n'y avait pas eu justement cette spatialisation justement des catégories. On va parler, comme disent des amis, j'ai failli dire en français facile, mais de manière ironique. Mais ce n'est pas à votre endroit, c'est par rapport à nos collègues qui nous parlent avec cette approche-là. Très bien. Vous qui connaissez bien les questions d'architecture et de patrimoine, on a un angle de vue, d'approche de ce phénomène à partir justement des constructions. La construction de ce qu'on appelle aujourd'hui la banlieue, etc., etc. Ces mécanismes, ils apparaissent à partir de quelle année? Est-ce qu'ils ont été faits de manière improvisée ou alors ça a quand même été pensé? Parce que des fois, on se pose la question. Je ne sais pas si M. Elundu a... Mais je réponds d'un point de vue architectural. Et surtout, de manière globale, par rapport à la spatialité. Évidemment, elle va intégrer la dimension architecturale. Mais c'est quand même étonnant. Vous imaginez, c'est dans les années 70, fin des années 60, début des années 70, on va construire le logement de masse. Sans oublier effectivement que le logement social n'a pas attendu les années 70. Les fameux logements, les HBM, les habitations bon marché, datent de la période de la deuxième moitié du 19e siècle. Mais c'était toujours des catégories pauvres qui y logeaient. Mais le problème, c'est que cette concentration, justement, dans ces architectures-là, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'architectes aujourd'hui qui peuvent reconnaître que le logement social des grands ensembles relève de l'architecture. Mais pourtant, ce sont des grands noms. Ce sont des grands noms qui ont justement construit. Ça me rappelle l'Essonne et tout, partout. Mais d'un point de vue architectural, ça pose de sérieux problèmes. En ce sens qu'il y a une massification, justement, des individus. Il y a une espèce de... C'est même pas une espèce. Il y a une homogénéisation spatiale et territoriale. Et par conséquent, des individus. La preuve, on parle toujours de manière massifiée. Un grand ensemble, il n'y a pas moins spécifiant qu'un grand ensemble. Mais voilà. Donc, la dimension numérique est là pour faire taire, et je l'ai dit tout au début, pour faire taire justement la spécificité des populations. On a l'impression qu'ils se sont tous fixés rendez-vous, ils partagent la même attitude. Et aujourd'hui, M. Elundu est mieux placé pour en parler. Le lieu de résidence est devenu davantage pénalisant quant à la recherche du travail. Parce qu'il y a justement un certain nombre d'espaces, soit micro, soit extra-urbains, qui aujourd'hui sont devenus de véritables handicaps quant à l'évolution, non pas seulement des jeunes, parce que, bon, la jeunesse n'est qu'un mot, disait quelqu'un. Mais il faut parler des individus qui sont dans des situations objectives. Mais quand l'adresse devient déjà une pénalité par rapport au changement de conditions d'existence, je crois qu'on n'est plus à se poser des questions floues. Disons que nous sommes dans les années 60, période de consommation de masse, l'explosion de la consommation. Ces immigrés-là, finalement, ils sont ceux qui... est-ce qu'ils consomment vraiment? Est-ce qu'ils ont un pouvoir d'achat pour être parmi ceux qui consomment? Parce qu'on a l'impression qu'ils étaient juste là pour booster la consommation, étant eux à la production, qui étaient pour la plupart des ouvriers, il me semble. Tout à fait. Alors,
Moi, je crois que, bon, par rapport à ces années-là, ce qu'il faut quand même dire, effectivement, pour répondre à votre question, M. Gabi Amougou, c'est que, évidemment, ils étaient à la production, mais ils travaillaient beaucoup. Et ils rentraient, ils étaient fatigués. Il fallait donc s'organiser. Et s'organiser, ça veut dire s'occuper aussi bien des enfants qui naissaient de la famille. Et c'est pour ça qu'en tout début d'émission, je vous disais qu'effectivement, les choses n'avaient pas été pensées, n'avaient pas été élaborées. Parce que quand vous avez vécu d'une certaine façon dans vos pays d'origine et que vous arrivez ici, effectivement, il faut qu'on prenne en compte ces données culturelles-là. Et pour revenir à la notion architecturale donc des grands ensembles, c'est ce que tout cela a pu provoquer aujourd'hui. On se rend bien compte qu'effectivement, le fait d'avoir rassemblé les mêmes populations aux mêmes endroits conduisent justement à des effets extrêmement discriminants, des effets qui nous éloignent de plus en plus. Et en dehors de tout cela, on vous dit, vous ne faites pas l'effort nécessaire pour vous intégrer. Et on vous sort des mots comme cela. Alors, moi, en tant qu'homme de terrain, ce que je voudrais vous dire par rapport à cela, il y a quand même des évolutions. Évidemment, on parlait tantôt de la rue. Des jeunes se retrouvaient dans la rue qui était un espace, évidemment, politique, qui était un espace où ces immigrés-là se retrouvaient. Qu'est-ce que l'État a pu faire pour pouvoir, effectivement, réorganiser les choses? Vous posez la question justement, et ça nous fait entrer dans ce labyrinthe juridique qui va naître subitement avec l'avalanche, la cascade de lois sur l'immigration qui vont arriver. Parce que quand on dit immigration, on oublie toujours. Vous l'avez dit à un moment, vous nous expliquez plusieurs choses, mais vous pouvez vous arrêter un instant sur les statuts. Parce que derrière les immigrés, il y a des statuts. Et ce labyrinthe juridique-là va venir spécifier des statuts, créer, on l'espère, des situations de justice, hein, finalement juridique, mais souvent ça a été plus pénalisant qu'autre chose. Et c'est assez difficile. Je pense que la France est dos au mur depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire qu'en effet, si on prend la définition de l'immigré, n'est-ce pas, la nationalité française ne dédouane pas du statut d'immigré. Cependant, l'individu qui arrive en France est considéré comme immigré. Pour autant, les lois de la République doivent s'appliquer à cet individu-là, quel que soit son statut. On ne va pas faire le juridisme, mais dans tous les cas, on va se rendre compte effectivement qu'on ne peut pas créer des lois spécifiques relatives à l'immigration. On peut créer une réglementation quant à la gestion, mais les lois de la République doivent s'appliquer à quiconque est sur le territoire français. Par exemple, vous occupez de manière indécente la voie publique, on va vous évacuer, ce n'est pas parce que vous êtes noir ou bien parce que vous êtes non, vous allez partir de là. C'est évident. Cependant, si la question est celle qui est posée, si c'est pour savoir comment a-t-on organisé la gestion de la spécificité de l'immigré par rapport à l'espace et par rapport au monde de l'emploi, à ce moment-là, encore une fois, je crains qu'il y ait effectivement une contradiction. Parce qu'on risque de faire ceci. On risque de dire, tel type d'emploi est réservé, même si ça se passe comme ça dans la réalité, c'est pratiquement fatal. Tel type d'emploi est réglementé. Ou bien, il faut un code de conduite pour pouvoir recruter un immigré à tel ou tel poste. Je ne pense pas, je pense que c'est plutôt contradictoire par rapport à la réglementation. Ce qui est demandé, ce qui est exigé, et je pense que les gens du terrain sont mieux placés, c'est non seulement d'interpeller les catégories migrantes sur la réglementation du pays dans lequel ils se trouvent, mais interpeller aussi le champ politique et surtout décisionnel quant à la justice qui devrait s'appliquer. Or, cette justice-là, il me semble qu'elle est tout le temps mise à mal. Vous soulevez souvent une question qui semble vous préoccuper par rapport à la question, la problématique migratoire. Vous regrettez qu'elle soit toujours abordée uniquement du point de vue du pays d'accueil. Et les pays de départ ne se posent jamais la question. Comment... allez-y plus loin dans votre développement par rapport à ça.
Non, mais j'ai essayé de penser à cette dimension-là. C'est que, et c'est malheureux à le dire, mais il faut avoir le courage de le cracher quand même à un moment donné. C'est-à-dire que, autant on parle justement des enfants d'immigrés ou bien des jeunes, comme on dit souvent dans le jargon habituel, quand on parle des enfants en France, on a l'impression qu'ils sont tous orphelins. Oui, c'est vrai. Le socle familial est pratiquement absent, ni dans le questionnement, ni justement dans la gestion justement de ce qui est observé. L'immigré est pratiquement dans cette situation-là. On a l'impression que dès qu'on parle de l'immigration, on ne parle que du pays de résidence, c'est-à-dire le pays d'arrivée. Très souvent, enfin moi je me pose la question, mais est-ce que vraiment les autorités diplomatiques, administratives de ces pays-là, représentés en France du fait des accords internationaux, est-ce qu'on peut savoir effectivement ce que ces instances-là pensent de la gestion des leurs? Parce que si jamais ils sont des citoyens, ce sont quand même des citoyens de leur pays. Et quand on est dans un pays étranger, on a quand même le premier recours pour ne pas occasionner justement les écueils diplomatiques. Je viens à vous tout de suite, M. Elundou. Il dit des choses importantes. Il faut creuser. Il faut creuser. Non, mais là, je me pose justement cette question. Quand vous dites qu'ils sont des citoyens de leur pays, vous savez que vous soulevez plein de questions. Non, mais le droit de vote, la double nationalité. Je le dis. Parce que les sociologues définissent je le dis par pur respect. Parce que je sais que ça ne se décrète pas d'être citoyen. Mais malheureusement, quand vous parcourez un certain nombre de choses, je vais vous passer la parole, on a l'impression qu'on a plus affaire à des habitants qu'à des citoyens. Parce que si vraiment la citoyenneté, et moi je souhaite qu'on parle davantage de citoyenneté par rapport à ces individus-là, parce qu'ils le méritent, ils ne sont pas déméritants. Mais malheureusement, quand on parle de ces populations, tout se passe comme si on parlait des habitants. Or, un habitant, franchement... Monsieur Elundou, au cœur de ces législations plus ou moins claires d'ailleurs, vous êtes confronté, j'imagine, au quotidien à la question du regroupement familial. Pas comme étant la préfecture, mais comme étant, finalement, la première unité en faction pour trouver des solutions, parfois, à des familles en difficulté. Qui sont extrêmement en difficulté. Alors, vous parlez du regroupement familial. Évidemment qu'il faut aller même plus loin, parce que, indépendamment des difficultés déjà qu'ont certaines familles ici, qui ont pu faire grandir leurs enfants, qui ont gardé des liens en Afrique, on voit bien qu'il y a un déséquilibre terrible pour ces familles-là. Et elles sont généralement pointées du doigt. Or, la société française ne prend pas du tout en compte l'origine. Elle ne s'intéresse pas, elle ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qu'un immigré issu de tel ou tel pays peut endurer comme difficulté quand elle n'a pas toute sa famille recomposée. La question du visa aujourd'hui, on s'aperçoit évidemment que c'est un frein énorme pour certaines familles. Il y a des familles qui vivent ce traumatisme-là. Et quand on les pointe généralement du doigt avec ces questions relatives au problème de l'éducation, nous on le vit tous les jours, on sait très bien qu'ils sont complètement dépourvus. Parce que d'une part, ils avaient une façon d'éduquer, ils ont leur façon d'éduquer leurs enfants. Alors, on peut rentrer bonne ou mauvaise. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que la loi n'a pas prévu, effectivement, d'espace pour pouvoir interpréter, voire comprendre la façon à laquelle l'immigré peut accompagner sa famille, sa progéniture, dans l'intégration ou l'épanouissement d'un individu normal. Il y a une philosophie derrière ces lois, puisqu'on sait qu'il y a une utilisation politique de tout cela. Lorsqu'on ouvre les écluses de l'immigration, pour reprendre des images que vous n'aimez pas, de massification, je dis à dessein, pour vous faire réagir, au milieu des années 70, où on crée tous ces dispositifs autour du regroupement familial, ce n'est pas anodin. C'est parce qu'il y a un deuxième souffle, on a besoin de deux bras à nouveau, et qu'on ouvre, mais on n'a jamais prévu que ces gens vont arriver, et ensuite il va falloir qu'ils vivent quelque part. Ou bien, il y a un implicite quand même, qui est dangereux. Il y a un implicite, c'est que la colonisation française, et Dieu seul sait si nous en sommes des produits, la colonisation française était assimilationniste.
À la limite, quand quelqu'un... Il faut expliquer les mots. Assimilationniste, ça veut dire que vous êtes français, vous devez avoir la culture française. On vous dépossède de votre identité. Voilà. Ça fait que, non seulement cette politique-là a sévi dans les colonies, essayez d'imaginer que quelqu'un qui débarque en métropole, et je crois que la population reste contrôlée, on différenciait justement les métropolitains et les Français d'outre-mer. Quand il arrive en métropole, on ne peut pas imaginer dans l'univers mental, dans les univers mentaux justement des décideurs, qui puissent être différents. Et comme il est, on sait très bien qu'il est différent, la preuve on l'appelait l'indigène. Quand l'indigène arrive en métropole, il faut qu'il s'assimile. Il faut qu'il se comporte en métropolitain. Même si la métropole ne peut pas déteindre systématiquement sur lui, mais je vous assure, l'implicite, c'est qu'il doit se conformer justement au mode de fonctionnement d'ici. Je vous dis un truc, j'ai encore la carte d'identité de ma grand-mère où c'était écrit, n'est-ce pas, nationalité française, signe particulier indigène. De la République. Mais oui, c'est indigène de la République. Donc vous voyez, on peut dire stigmatisant ou non stigmatisant, on peut faire de la justification, mais n'empêche quand même que c'était un indice parlant, justement, qui témoignait effectivement que, mais oui, les Français, les citoyens français étaient logés à la main. Mais quelqu'un peut vous opposer que oui. le pays d'accueil a le droit de prendre les mesures qui lui plaisent. Ce n'est pas une question de mesure. La Constitution est là. Quand on parle des mesures, c'est pour la gestion. C'est pour ça que j'ai nuancé tout à l'heure entre gestion et les lois du pays. Parlons de la gestion, mais en termes de loi, on ne va pas créer. Malheureusement, c'est arrivé. C'est arrivé. On le sait. J'ai vu une photo là qui défilait. Mais en tous les cas, ce qu'il faut dire, c'est que par rapport aux lois de la République et à l'implicite sur lequel je mets le doigt là, je pense qu'on ne peut pas tergiverser. Oui, on pense malheureusement que quelqu'un qui vit en France, il n'y a qu'à voir, hein, les enquêtes le démontrent, on ne peut pas, on a du mal. Les individus sont dans un blocage mental. Ils ne peuvent pas imaginer qu'ils puissent se comporter autrement que ce qu'on attend de lui. Autrement dit, tout ce que vous dites depuis tout à l'heure nous amène à ce qui nous apparaît de plus en plus évident ici, dans la construction de notre propos, mais que nous observons au quotidien dans la société, à savoir que la question migratoire est devenue une question éminemment politique. Absolument. Et vous êtes immigré. Oui, on peut le dire, je l'assume. Mais on ne vous a pas cantonné à un département pour gérer des populations immigrées, même si ça revient un peu à ça, au département jeunesse. Mais disons que je m'occupe de toute la jeunesse. Je m'occupe de la jeunesse en général et en particulier dans les structures que nous dirigeons, justement, sont majoritairement faits de jeunes immigrés. On ne va pas se voiler la face. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, je voulais développer juste l'aspect de l'arrivée de ces structures-là. Allez-y. Ces structures-là, donc, ont été réfléchies pour justement accueillir ces jeunes qui, à un moment donné, se retrouvaient dans la rue et qui dérangeaient. Je veux dire, d'un point de vue civilisationnel, en France, les autochtones ne vivaient pas à l'extérieur, ils sont chez eux. Et donc, pendant le temps libre, les enfants vont au conservatoire, vont dans des musées, alors que, bon, nous, nos jeunes, se retrouvent dehors, bon, parfois pour, justement, échanger comme le voulaient nos traditions chez nous, et parfois pour faire aussi n'importe quoi. Hein, on ne va pas se voiler la face. Ceci étant, ces structures donc, ont donc vu le jour à partir justement où l'État s'est demandé mais comment faire pour réguler cet espace public qui était en même temps un espace politique. Parce que j'ai envie de dire que c'était un lieu d'expression extraordinaire. Et on avait aussi tous les syndicats qui occupaient cet espace-là. Et donc, finalement, le politique devait justement se saisir de la question. Et donc, pour parler de la jeunesse, on se demandait, mais les jeunes, où est-ce qu'ils passent leur temps? Puisqu'ils étaient à l'école, ils étaient dans la rue, je parle notamment des jeunes immigrés, et très peu de temps en famille. Et donc, tous ces éléments-là montrent que, effectivement, il fallait réfléchir à
un mode d'accueil. C'est pour ça qu'on appelle ces équipements des équipements d'accueil, des publics de proximité, pour pouvoir leur permettre justement de s'intégrer dans la vie. Excusez-moi, je vous redonne la parole tout de suite. Oui. Vous abordez des questions très, très importantes. Oui. Mais on s'aperçoit, en s'écoutant, puisqu'on réfléchit quand même en faisant cette émission, que jusqu'ici, nous parlons d'un certain type d'immigrés. Nous parlons de gens qui sont venus travailler, de gens qui ont fait venir leur famille, mais nous ne parlons pas encore ni des enfants qui sont nés sur le sol et qui sont considérés comme tels, même quand ils ont ou la nationalité ou des revendications citoyennes. Nous ne parlons pas d'un statut encore plus opaque, parce qu'avant, les étudiants n'étaient pas considérés. Je lui donne la parole 2 secondes. C'est un point qu'il m'a expliqué avec beaucoup d'intérêt. Les étudiants n'étaient pas considérés comme des immigrés avant ? Non. Non. Les étudiants n'étaient pas considérés comme des immigrés. Première chose. La seconde, et surtout, elle est liée à la première, c'est que les étudiants relèvent, la mobilité étudiante relève justement des accords de coopération culturelle. Et ça n'a pas changé. Il y a malheureusement des glissements. Il y a des glissements où un étudiant quitte le statut d'étudiant et il devient un travailleur, avec tout ce que cela peut occasionner comme changement de statut, don de papier et tout. Mais sinon, franchement, la mobilité étudiante n'a jamais été considérée comme une mobilité de travailleurs ou de migrants. Puisque s'il y a des transitaires, c'est bien les étudiants. On disait, les étudiants, boursiers ou non boursiers, ils viennent faire des études en métropole et ils repartent chez eux. Tout à fait, tout à fait. Il n'y avait pas de projet de rester. Malheureusement, les conditions en France ou dans les pays du départ, dans les pays du départ font qu'à un moment donné, certains, je n'aimerais pas savoir le nombre d'individus qui vivent en France par défaut. Absolument. Et c'est très important. C'est très important. C'est pour ça que ce mélange-là, où on prend souvent, même dans certains textes, bon, on voit qu'il y a une assimilation. Non, non et non. Et dans les années 50, 40, 50, c'était même encore moins. Encore moins. J'ai examiné un certain nombre de documents qui montrent très bien qu'ils ne se considéraient pas. Mais alors, il n'y a qu'à voir dans les cités universitaires. Oui. Ils ne se considéraient pas du tout comme des immigrés. Je remets la parole à Désiré Doundou qui développait quelque chose. Je donne juste un chiffre. Quelquefois, ça peut servir. On va pas les empiler. Le nombre d'étudiants admis au séjour en France n'a cessé de croître. En 1990, on était à peu près à 46 000 étudiants. En 2007, 64 000. Ça fait une augmentation conséquente de 40%. Mais là, on a des chiffres qualitatifs plus bas. En 2011, c'est hier, on comptait 288 000 étudiants étrangers inscrits dans les établissements français d'enseignement supérieur, dont 81% étaient extra-communautaires, donc qui ne provenaient pas de l'Union européenne. À l'université, les étudiants étrangers représentaient 15% des inscrits, mais cette proportion varie selon les cursus. Ils représentent 11%, écoutez bien, en licence, 19% en master et 41% en doctorat. Donc ici, on a une immigration, si on voulait, qualitative, dont on ne parle jamais. On nous fournit des chiffres en vrac et on ne nous dit pas qu'au fond, en dehors de ceux qui sont dans la cour, il y a une immigration dont la France pourrait se vanter. Absolument, absolument. C'est important de souligner cela parce qu'effectivement, depuis tout à l'heure, je parle plus des jeunes qui sont en difficulté. Voilà, des jeunes communément appelés des jeunes en difficulté. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que dans ces quartiers populaires, il y a des jeunes très, très créatifs qui sont d'une énergie intéressante. Et moi, je suis extrêmement passionné du travail que je fais car j'en découvre plus d'un. Mais ces jeunes-là, effectivement, faisant partie du lot jeunes dits en difficulté, ne peuvent pas forcément être reconnus parce que aujourd'hui la loi de la nature fait que aujourd'hui malheureusement, quand on habite Tremblay en France ou Bobigny ou quoi que ce soit, on a du mal à trouver un travail. Et puis la massification, c'est-à-dire on donnait tous les chiffres en vrac. Parler des immigrés comme un seul bloc monolithique, ça permet justement cet amalgame-là et la récupération politique. Naturellement. On sait qu'on voit venir, on voit monter le phénomène, vous connaissez aussi bien les phénomènes politiques. À partir de quel moment ce phénomène va commencer à
pointé en France le phénomène de la récupération par l'extrême droite dans un premier temps, et puis les autres partis qui vont se rattraper par la suite. Allez-y. Moi, je pense qu'il y a un fait très important qu'il faut souligner, c'est que, puisqu'on parle de récupération politique, on voit bien que c'est un enjeu très important, dans la mesure où, effectivement, vous avez depuis Mitterrand, où chaque fois la veille des élections, on vous promet le vote des immigrés, et très peu de temps après, voilà. On en parle. Et là, Hollande nous a fait la même chose, vote des immigrés, quelques semaines après, Valls allait déclarer on n'aura pas. Ce n'est pas la priorité. Quel est le but recherché en parlant de vote d'immigrés et pourquoi on fait disparaître ensuite? Mais moi, je pense que, d'une, les Français ne sont pas prêts. Il faut le dire. Parce que il y a aujourd'hui. Donc, quand on leur annonce ça, la réaction, c'est. Mais je pense qu'il y a quand même des instituts de sondage. La chose qu'on cherche au départ, c'est de préserver son mandat. Et je pense que si c'était évidemment quelque chose d'aussi simple, il y a très longtemps, les immigrés voteraient. Et je trouve que c'est une injustice terrible. C'est une injustice terrible parce que quand vous voyez des gens qui sont dans un territoire depuis un certain temps et qu'un Anglais, sous prétexte qu'il fait partie de l'Union européenne, arrive après 2 jours, on lui donne le droit de voter, c'est scandaleux. Et c'est pour ça que, parlant de récupération politique, les jeunes issus de l'immigration, qui sont dans ces quartiers dits populaires, qui font beaucoup de choses, ont du mal à l'accepter parce qu'ils sont conscients, effectivement, qu'ils sont avant tout des enfants de ce pays et qu'on leur refuse justement ce droit-là. Le ministre de l'Intérieur était un enfant d'immigration. Naturellement. Sauf que ce n'est pas la même. Je venais de prendre l'exemple. Je vous dis, lui, et aujourd'hui, il est ministre, évidemment, il est français. Je parlais de l'Anglais qui vient après 2 jours et qui habite dans la même cité que moi ou Tartampion. Lui, il a le droit de voter au municipal, par exemple, alors que, je ne sais pas moi, Mamadou, qui est là depuis, je sais pas, ou Amougou, qui est là depuis 10 ans, ne puisse pas voter. Ça, je trouve ça complètement injuste. Alors, je revenais là-dessus, pourquoi? Parce que, effectivement, dans la réflexion que vous avez développée tout à l'heure concernant les jeunes étudiants, on peut quand même dire aussi que dans ces quartiers-là, il y a des jeunes issus de l'immigration qui sont extrêmement brillants. Bien sûr, bien sûr. Qui sont extrêmement brillants, mais on n'en parle pas suffisamment. Oui, on parle du foot, on parle du rap, on ne parle pas des autres. Naturellement. Et j'ai envie de dire que tout ça montre que, effectivement, soit la société française n'est pas prête, ou alors, évidemment, il y a des efforts à faire de toutes les façons, dans les 2 sens, parce que nous, immigrés, nous avons aussi laissé beaucoup d'espace. Alors, je reviens à des points qu'il a déjà abordés, parce que là, on peut déjà faire des synthèses de nos propos. On a avancé d'une 50aine d'années, même compte que, si on veut, et on se rend compte que votre fameuse question de double absence et double présence, elle n'a pas disparu. Ça, c'est de 1. Première question, je vous les pose en bloc. Et ensuite, je vous laisse la parole. Ensuite, quand on dit qu'il y a un problème d'assimilation, déposséder l'autre de sa culture et de son identité pour lui substituer celle de la France, alors même qu'on n'a pas créé les conditions de son accueil, alors même que s'il y avait un choix qualitatif dans l'immigration, on voit bien qu'il y a un laisser-aller, c'est-à-dire que quand on prend les moins susceptibles de s'intégrer, il ne faut pas se plaindre ensuite, parce qu'on sait bien que tout ça est politique. Et donc, mais qui se moque de qui par rapport à cette immigration-là? Non mais, quand on restait sur l'échiquier justement de l'immigration, les questions de double absence et de double présence, pour moi, il faut bien le dire, ce sont des notions qui me permettent de comprendre justement les mécanismes. On ne peut pas arrêter ça. On ne peut pas arrêter ça. Vous voyez, si vous prenez les Alsaciens et les Bretons qui partent de leur Alsace et de leur Bretagne, quand ils sont arrivés ici à Paris, ils se considèrent davantage comme Bretons et comme Alsaciens. Mais pourtant, ils sont en métropole. Donc, c'est une représentation que les individus ont et elle est devenue vitale. On ne peut pas demander qu'elle puisse s'effacer. L'assimilation ne veut pas dire qu'on se renie. L'assimilation, ça veut dire tout simplement qu'on a des codes de conduite
il est vrai, ça peut avoir cet effet-là de dissimulation. Et on a des codes de conduite qui fassent en sorte qu'on puisse vivre de manière communicative dans une société. Or, qu'est-ce qui fait la société, justement, sinon la différence? Passe très vite. Expliquez-nous ces codes de conduite qui vont créer dans certains groupes une force, ce qu'on va appeler une diaspora, un lobbying, et même des figures qui sont des figures connues maintenant de réussite. Non, mais malheureusement, le sociologue n'est pas là pour dire ce que les choses doivent être. Mais en tous les cas, il faut quand même dire une chose, c'est que la société d'accueil, elle est intériorisée d'une manière ou d'une autre par les individus qui résident, bien qu'ils soient d'ailleurs. Parce que si on dit « ils ne sont pas intégrés », c'est pour ça que les verbes d'État sont toujours des verbes mortifères. Il n'est pas intégré. Tout se passe comme si l'individu est une monade comme ça, où les choses rentrent ou elles ne rentrent pas. Non, il y a effectivement une forme d'assimilation implicite, inconsciente. On n'a pas à faire le procès de ça en disant « puisqu'ils ne sont pas assimilés ». Non, il y a un jeu, et vous avez eu raison tout à l'heure, il y a un jeu qui voudrait qu'à force de nommer un groupe, on le met à distance et par conséquent, on le stigmatise. Malheureusement, et ça je ne peux pas ne pas le dire, quand les stigmatisés reprennent à leur compte la nomination qui les met à distance, franchement, ça devient la totale. Première chose, le refus des appellations contrôlées qui sont instrumentalisables. Malheureusement, c'est le cas contraire qui se... Vous vous imaginez quelqu'un qu'on dit « Ah oui, de toute manière, c'est un enfant de rue ». Et lui-même, il dit « Moi, je me considère comme un enfant de rue ». Attention. Le travail que M. Elundu et ses collègues font sur le terrain, c'est justement pour inverser. Pas pour dire non, mais c'est pour inverser justement la tendance. Et enfin, je le perçois comme ça, je parle sous votre contrôle. Donc en effet, ce n'est pas de dire, nous sommes dans une société. Ce qui fait société, c'est la différence, je suis désolé. Et c'est la grosse différence avec la communauté. Tout à fait. La société est faite des différences, c'est même tautologique que je l'annonce. Mais la question, c'est comment les différences peuvent exister ou doivent exister indépendamment justement de ces frictions. J'allais ajouter quelque chose. Les antagonismes, les conflits font partie de la société, si tant est qu'elle est évidemment différentielle. Alors, le phénomène de récupération politique ou d'extrémisme, qui est bien connu en France, est quand même curieux au regard de certains chiffres internationaux. Parce qu'il y a un retentissement important de l'extrême droite en France notamment, mais quand on regarde certains chiffres, on peut s'interroger. Par exemple, ce sont des chiffres très officiels là, que nous avons là, sur la part... Le flux migratoire rapporté à la population. Sur 25 pays qui constituent en gros les pays de l'OCDE, la France, par exemple, arrive après la 20e place en rapport à la population. Et le premier, c'est curieux, il est tout petit, mais on ne savait pas qui en accueillait proportionnellement à sa population. La Suisse, des pays comme la Suisse, numéro 1, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada, le Danemark, la Suède. La France est après la 20e place sur 25, c'est impressionnant. Et puis là, on a un autre chiffre, parce que ça aide quelquefois. Enfin, c'est un tableau, ça permet des représentations. La répartition par motif. Prenons par exemple le travail. Ce n'est pas la France qui est en tête. Curieusement, c'est un pays qu'on n'attendait pas à cette place, c'est l'Italie. Ensuite, l'Espagne. Et puis, il y a des pays comme le Canada. On voit bien qu'il y a une politique au Canada, etc. Et la France n'est même pas dans le peloton de tête. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer ces contradictions entre l'importance réelle du phénomène et le retentissement politique? Plus à droite et encore plus à droite. Est-ce qu'il y a eu un calcul politicien en France à un moment donné de la classe politique? Je ne sais pas. Je pense que si l'immigration est politiquement instrumentalisée, c'est parce que les mobilités sont d'abord politiques, mais pas politiciens. Politique en ce sens que nous sommes dans la géopolitique quand même. Nous sommes dans la géopolitique. Les individus sont en mobilité. La contradiction ou le paradoxe apparent que vous pointez du doigt est lié en partie au fait que les nations ne se sont pas construites à partir des mêmes bases. Vous imaginez, c'est pour ça que je me méfie, même avec tous les respects que j'ai des classements et des chiffres. Je vous assure, si vous prenez la Suisse, et il faut le faire, vous prenez la Suisse, vous dites, je vais voir comment on gère les étrangers, ensuite vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas
besoin de l'assimilation. Vous êtes là, vous travaillez, vous respectez les lois et vous êtes à la solde de l'État, d'ailleurs c'est une confédération, et vous respectez tout. Il n'y a pas une antériorité, deuxième élément, il n'y a pas une antériorité coloniale. Très souvent, l'autre est implicite, moi je le dis comme ça, comment vous voulez que les individus qui viennent des anciennes colonies françaises ne soient pas dotés d'un inconscient de justification? À la limite, ils demandent à l'État français de pouvoir payer le tribut colonial, à vie. Ça fait que ce soit d'un point de vue religieux, regroupement communautaire et tout, l'inconscient colonial, je l'ai noté quelque part dans un de mes ouvrages, l'inconscient colonial est devenu une source, sinon une ressource, pour revendiquer un certain nombre de choses. Je ne dis pas que c'est mal ou c'est bien, mais on ne peut pas ne pas en tenir compte dans la mesure où, justement, les comportements qu'on observe au quotidien sont des comportements qui ont une antériorité, justifiée, légitime ou non, mais en tout cas qui animent de manière implicite justement les individus. Il nous reste 3 minutes d'émission. Oui. On va se la partager, on va se les partager tranquillement pour que chacun nous dise finalement, vous surtout sur le terrain, vous avez commencé à parler de ces jeunes, quels sont, ceux dont on ne parle jamais, virgule, les apports de l'immigration pour la France, à la France. Qu'est-ce que la France tire comme bénéfice de ces populations-là? Alors, en termes d'apport, je crois qu'on est unanime ici que, de toutes les façons, la France ne s'est pas construite seule. Il y a eu justement cet apport ancestral, oui. Non, allez-y, on est en train de, on a débordé. Donc on va conclure très très vite. On a débordé. J'étais pas dans les temps, mais conclure en quelques secondes et puis je vais rendre l'antenne. D'accord. Alors, ce que je souhaitais dire quand même, c'est que je préfère dire ici à tous nos téléspectateurs que, d'une manière générale, tout le monde possède une certaine force. Et c'est vrai que la République, telle qu'elle est constituée aujourd'hui, nous a renvoyés dans un repli. Je suis désolé de ce départ très très rapide. Dites-nous le mot de la fin. Assez rapidement, les étrangers dans un pays permettent de dévoiler ce qu'on ne peut pas dévoiler autrement. Eh ben, je vais vous dire, rendez-vous cette fois-ci dans 15 jours. Je pense qu'on s'est beaucoup parlé, on a beaucoup dit. On n'a pas voulu rester simplement dans l'historicité, la vague. On a voulu comprendre ces populations-là aujourd'hui. Quelquefois, il faut prendre le temps du recul. Il n'y avait pas de musique aujourd'hui, mais il y avait une musicalité. C'est celle de nos grands-parents qui nous ont précédés ici. Bonsoir, rendez-vous dans 15 jours. Et puis sur les réseaux sociaux. Au revoir.